Avant de commencer cette session et avant de passer la parole à Nathalie Dampnier, présidente de la commune, chef de file du PU Impulse, je voulais juste vous rappeler, vous préciser que cette session va être enregistrée, donc on va simplement faire une captation vidéo du webinaire de manière à pouvoir le réutiliser et le diffuser. Donc je voulais simplement vous prévenir de l'enregistrement de cette session. Il est 12h02 et quelques secondes. Je vous propose de débuter pour faire venir les personnes qui sont inscrites et qui vont venir. Peut-être juste dire un mot que donc je suis Benoît Martin, je suis le responsable du pôle universitaire d'innovation. Et afin de vous décrire plus en détail ce qu'est le pôle universitaire d'innovation et l'objectif de cette démarche, je vais laisser la parole à Nathalie Dompnier, présidente de la commune Université de Lyon et chef de file du PU Impulse. Merci beaucoup Benoît, bonjour à toutes et tous. Donc très rapidement, quelques mots pour remettre en contexte ce webinaire et expliquer dans quel cadre il se situe. Donc il est organisé par le pôle universitaire d'innovation qui vise eh bien à faire en sorte que de mieux se coordonner, mieux travailler ensemble sur le site de Lyon-Saint-Étienne, tirer pleinement parti de la grande richesse du site et des initiatives extrêmement nombreuses des établissements dans le domaine de l'innovation pour monter en puissance collectivement, donc accroître l'efficacité et l'efficience des actions de soutien à l'innovation. Et puis, PUI qui vise aussi à mieux accompagner encore les chercheurs et les laboratoires pour accélérer les flux de projets d'innovation, améliorer les taux de conversion vers l'innovation. Alors, vous le voyez ici, on mentionne notamment la création de start-up deep tech, mais je crois que c'est important de le souligner. On a un pôle universitaire d'innovation qui est ouvert à toutes les disciplines. Et d'ailleurs, je pense que les participants au séminaire, au webinaire d'aujourd'hui attestent de cette grande ouverture. Et puis, l'idée, c'est vraiment de valoriser, privilégier l'innovation sous toutes ses formes. Et d'ailleurs, dans l'évolution de la feuille de route de notre pôle universitaire d'innovation, on ouvre, on explicite clairement que l'on parle d'innovation et de transfert de technologie, mais aussi d'innovation sociale, d'innovation publique, qu'on parle aussi dans ce PUI d'innovation en lien avec les projets, les initiatives des étudiants. Donc l'idée, c'est vraiment d'appréhender comme l'y invite d'ailleurs l'intitulé Pôle universitaire d'innovation, l'innovation sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. C'est donc un projet collectif pour lequel on souhaite vraiment avoir une cohérence et une dynamique à l'échelle du site. On articule cette stratégie d'innovation à la stratégie scientifique de site. Et puis, on a le souhait d'embarquer donc très très largement l'ensemble des acteurs de l'innovation. Vous voyez ici à l'écran les membres du PUI. Donc on a des établissements, on a des filiales, des organismes de recherche, les HCL. Et puis récemment, on a intégré, vous les voyez ici, en bas de l'écran, on a intégré des établissements membres de la commu qui n'étaient pas jusqu'à présent membres du PUI, mais c'était évidemment cohérent d'intégrer l'ensemble des établissements de la commune. Donc, on est en train de signer un avenant là, avec Sciences Po, Vetagro, l'Université Jean Moulin Lyon 3, le NTPE, l'École d'architecture de Lyon, pour qu'ils deviennent voilà, membres à part entière de ce pôle universitaire d'innovation, qui par ailleurs compte de très nombreux partenaires. On aura l'occasion d'y revenir sans doute. Et ces partenaires sont à la fois des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais des acteurs socio-économiques, des collectivités, des pôles de compétitivité. Ici encore, c'est vraiment indispensable si on veut travailler l'innovation de manière très large sur le territoire. Et donc l'ensemble de ces acteurs contribuent aux 5 work packages, donc qui vont de 0 à 4
du PUI, le 0 étant voilà, l'objectif très transversal, hein, accélérer l'innovation, et puis tout un ensemble d'actions donc qui visent à sensibiliser, sourcer, accompagner les chercheurs, les laboratoires dans le montage de projets collaboratifs et renforcer l'impact, interroger les enjeux liés à l'impact des innovations très en amont dans le processus d'innovation. Donc un programme bien chargé qui implique bien sûr le, le PUI, mais je dirais l'ensemble des établissements qui participent au PUI. C'est important de le souligner parce qu'on a un petit PUI du point de vue du financement, mais qui est grand du point de vue des parties prenantes. Et vraiment, l'ensemble des établissements sont très impliqués dans la réussite de ce pôle universitaire d'innovation et très impliqués dans la réalisation des différentes actions de ces work packages à tous les niveaux. Voilà, c'est un PUI très dynamique et en tout cas qui parvient jusqu'à présent à bien remplir ses objectifs. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette introduction et cette présentation du PUI et de ses objectifs. Je vous propose de passer la parole à François Lux, qui représente la vice-présidente déléguée à la commission recherche en charge de l'innovation et de la valorisation pour l'université, pour Lyon 1 Université, maintenant on dit comme ça, et qui représente donc le pilote stratégique du PUI Impulse. Et François, je vais te laisser la main pour donner finalement une visibilité sur les chiffres clés, sur ce que représente le PUI en chiffres, avant de Bien, passer au programme. merci Benoît et puis merci Nathalie pour l'introduction. Il faut savoir que pour le PUI Impulse, donc on va arriver à peu près au mi-parcours là en mars, donc on va devoir faire un peu le bilan de ce qu'on a pu faire. On a un bilan qui est très bon malgré un financement, comme disait Nathalie, qui est relativement faible par rapport à d'autres pays. Donc notamment, il y a une forte action de sensibilisation donc, du pays au niveau du nombre de chercheurs et de chercheuses donc, qui ont pu être sensibilisés. On peut voir également que sur le site de Lyon-Saint-Étienne, on a un fort dépôt de brevets, donc avec plus de 890 familles de brevets. On a également régulièrement donc, des créations de start-up, ici donc 11 créations de start-up, donc notamment deep tech qui sont proposées, de nombreux contrats de recherche et de prestations, donc plus de 2500, et enfin on travaille avec plus de 500 PME différentes, et tout ça c'est important parce que notamment c'est ce qui nous permet actuellement d'être en train de constituer un carnot qui va être adossé donc au PUI, et un carnot qui est soutenu par l'ensemble des tutelles du site, et qui devrait être l'un des carnots les plus importants de France justement en raison de cette recherche partenariale. Donc même si ça a été suspendu actuellement pour rediscussion un petit peu par le ministre, le dispositif, c'est quelque chose qui va être un de nos grands chantiers, ainsi que comme on en parlait tout à l'heure avec Benoît, tout ce qui va être un petit peu le rapport de mi-parcours, également la pérennisation à plus long terme du PUI. Mais c'est vrai qu'on monte en puissance, même si on a pour le moment l'un des PUI qui est les moins dotés de France. Et je te repasse la parole, Benoît. Merci. Moins doté de France, mais sans doute avec plein de choses à vous proposer. C'est l'objectif de Tout à ce fait. webinaire, c'est finalement de vous présenter. Donc merci beaucoup François pour cette session, hein. C'est vraiment de pouvoir simplement faire découvrir les opportunités qui existent sur le site, qui ont été mis en place par le PUI via les différents membres fondateurs et qui sont disponibles pour vous, chercheurs, personnel hospitalier dans les laboratoires, pour vous présenter dans un premier temps les démarches, les dispositifs qui existent, et puis ensuite on aura un témoignage rapide, un retour d'expérience d'Anthony Tacquenay qui a pu bénéficier même de plusieurs dispositifs l'année dernière et qui va revenir sur son retour d'expérience de cette activité. Donc vraiment l'objectif de ce webinaire, ça va être de pouvoir vous faire un tour d'horizon des différents programmes à venir de l'année et puis être à l'écoute de vos questions particulières que vous pourriez avoir. Normalement, vous voyez bien les slides. Non. Donc simplement, on va faire un tour d'horizon assez rapide des différents programmes de sensibilisation. Alors les slides sont un peu denses, mais c'est l'objectif que vous puissiez avoir tous les éléments qui vous seront partagés après, qui permettent de synthétiser les différents dispositifs mis en place autour de ces work packages, principalement de sensibilisation ou d'émergence de projets ou de soutien à la notion d'impact notamment.
très rapidement, il y a chaque année, et ça va être vraiment ce qui va marquer le lancement finalement de la saison de sensibilisation et d'accompagnement à l'innovation des personnels de recherche du site. C'est la semaine de l'innovation du PUI qui va être déclinée en plusieurs actions qui vont être sur l'ensemble du site académique, plutôt en visio et en présentiel, avec un atelier sur la propriété intellectuelle qui va être proposé début mars, le 3 mars prochain. Il y aura une rencontre des différents directeurs d'unité qui va être proposée le 4 mars prochain. Donc les invitations devraient partir en début de semaine pour pouvoir échanger collectivement sur la rétrospective d'année, puis voir comment soutenir la démarche d'innovation du site et les besoins spécifiques qui peuvent être propres à certaines unités. Et puis ensuite, une journée de sensibilisation pour les doctorants le 5 mars prochain qui sera organisée par le réseau Curie. Donc l'ensemble de ces éléments seront partagés. Et finalement, cette semaine va être aussi déclinée sur différents sites. Je sais qu'à Saint-Étienne, une session sera également proposée thématique aux chercheurs de la région stéphanoise et notamment de l'UJM. Donc voilà, plusieurs événements organisés. Donc c'est vraiment un événement qui se veut chaque année, qui permet d'adresser l'ensemble de la communauté scientifique dans toute sa diversité. Et donc vous recevrez rapidement le descriptif des différents éléments, les invitations si vous ne l'avez pas déjà reçu lors de ces différentes sessions. C'est vraiment ce qui marque le temps fort du début d'activité au sens large de la dimension de sensibilisation du programme. L'autre élément, c'est une cible spécifique qui est adressée. Alors, quand je dis cible, c'est au sens positif du terme, presque un peu marketing, mais c'est-à-dire une des composantes majeures de la communauté scientifique du site, que sont la population des doctorants ou des post-doctorants. Il y a vraiment un cycle qui est renouvelé chaque année de formation doctorale à destination des doctorants, qui permet d'adresser la question de l'innovation, la question de la propriété intellectuelle, la question de l'entrepreneuriat. Donc là, il y a un cycle de 6 ateliers dont font partie la journée proposée par le réseau Curie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est déjà disponible en ligne via le réseau Adoum, donc ce qui permet de s'inscrire et de valoriser des crédits de formation doctorale. C'est principalement animé par des experts de l'ASAT ou de chercheurs qui interviennent pour partager leur expérience, ou même du centre d'entrepreneuriat Lyon-Saint-Étienne qui travaille avec les étudiants dans leur globalité pour certains programmes d'entrepreneuriat. Donc ça permet de constituer un programme un peu de 2 heures d'atelier PhD qui permet de valider du crédit de formation doctorale pour l'ensemble des doctorants du site, qui est disponible en ligne et facilement accessible. Et ce qui permet chaque année de pouvoir adresser à peu près 200 jeunes chercheurs qui participent à l'un ou l'autre de ces ateliers. Donc c'est assez intéressant, c'est gratuit, c'est en ligne, et ça permet de vraiment d'amorcer, de se sensibiliser à la démarche entrepreneuriale en étant doctorant. Doctorant, c'est également ouvert aux postdoctorants. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, comme ça je peux rebondir dessus, sur ces différents éléments. Donc tout ça est disponible, les inscriptions sont ouvertes, le lien sera envoyé à l'issue de la session, et c'est tout au long de l'année. Je sais que le webinaire d'information des doctorants qui a lieu la semaine prochaine, il y a déjà une 50aine d'inscrits, donc je sais que les liens ont plutôt bien circulé, et que ça fonctionne bien auprès de cette communauté scientifique, mais voilà, n'hésitez pas à transmettre l'information, ou à savoir que les doctorants peuvent bénéficier également de sessions dédiées. Une autre session qui est originale dans la manière de pouvoir sensibiliser à l'entrepreneuriat, c'est une session spécifique pour les personnels hospitaliers, qui est proposée notamment par le CHU, par les HCL, avec une ouverture progressive également au CHU de Saint-Étienne, pour pouvoir vraiment travailler en tant que personnel de santé sur les sujets de comment est-ce qu'on peut être ambassadeur d'innovation, comment est-ce qu'on peut se former au design thinking, à des méthodologies spécifiques d'innovation, et ça permet vraiment de construire quelque chose de spécifique à la dimension de personnel hospitalier. Donc, c'était conçu avec les HCL, avec l'EM Lyon, et on le propose plus largement à l'ensemble du personnel hospitalier. Donc, si ce programme est lancé, il y a une première promo qui a été lancée là le 28 janvier. Une seconde aura lieu plutôt au mois de printemps, voire au début du deuxième semestre. Donc, à chaque fois, c'est simplement les informations sont disponibles sur le site du PUI, et en tant que personnel hospitalier, vous y avez accès. Et c'est tout à fait possible pour certains collègues de pouvoir participer à ces sessions pour se former à la démarche d'innovation au sens large. Donc c'est un programme conçu avec les HCL qui va être ouvert progressivement également aux collègues du CHU de Saint-Étienne qui font partie des nouveaux partenaires du PUI.
Également, alors c'est un outil, mais un peu pour conclure ce temps de démarche de sensibilisation, il y a un guide qui vous sera adressé également à l'issue de ce webinaire, un guide d'information pratique qui a été conçu avec l'ensemble des établissements du site. Je pense notamment à l'UGM, je pense notamment au CNRS, à Lyon 1 et aux différents acteurs qui, à travers des témoignages, à travers des idées reçues ou des approches très concrètes, va permettre d'adresser 7 sujets cruciaux de la démarche d'innovation, la question du brevet, la question de comment financer son projet d'innovation en tant que chercheur, la question start-up, la question également de comment innover en sciences humaines et sociales, ou la notion d'innovation qui peut être parfois différente de celle du brevet ou des sujets un peu classiques, un sujet sur l'hôpital et puis un sujet sur le doctorat plus spécifiquement pour pouvoir avoir des idées reçues, les réponses pratiques sur le site Lyon Saint-Étienne de qui contacter, qui sont mes interlocuteurs. Et voilà, donc c'est tout à fait disponible en ligne sur le site du PUI, sera renvoyé par les différentes unités. C'est personnalisable également par les établissements, donc certains établissements pourront vous transmettre aussi la version avec les contacts propres à son établissement pour savoir qui contacter et comment. En tout cas, c'est un guide qui est assez intéressant parce qu'il permet d'adresser des idées reçues, d'apporter des éléments concrets, et puis les liens de connexion sur des problématiques que vous pourriez avoir. Donc pareil, vos retours sont très précieux à chaque fois pour le faire, pour l'améliorer, pour identifier des retours qui peuvent être pertinents à travers des témoignages de chercheurs et de chercheuses qu'on a identifiés qui nous ont été adressés sur le site. Pareil, je vous renverrai le document juste après cette session, vous puissiez en bénéficier. Alors là, c'est vraiment tout neuf. Et pour vous dire, ça a lieu cet après-midi au niveau de la iFactory sur le campus. On a testé un autre format dont je voulais vous parler rapidement. Un format pour favoriser l'innovation de manière assez improbable. En quelque sorte, c'est de favoriser des rencontres improbables sur différents sujets d'innovation. Alors, ce qu'on entend par improbable, c'est vraiment plutôt interdisciplinaire, de croiser un peu des approches disciplinaires fortes de thématiques qui n'auraient pas eu l'occasion d'échanger sur des projets d'innovation, sur l'expertise scientifique qui a pu être développée. C'est une initiative qui est née de la volonté croisée de représentants de l'Université Lyon 2, de l'INSA et notamment du CNRS, de pouvoir travailler sur comment est-ce qu'on fait travailler des binômes, des trinômes sur des projets interdisciplinaires, mais de travailler à l'émergence d'innovation de manière assez improbable. Donc on va voir ce test ce soir à 17h. Si jamais certains d'entre vous ont envie d'y participer au débeauté, vous êtes les bienvenus. C'est une session de 2 heures pour vraiment croiser les approches disciplinaires, réfléchir à de nouvelles méthodes d'innover, puis faire émerger des idées, des projets entre des collègues en archéologie, en biologie ou sur des projets très ingénierie, sur par exemple le laboratoire de tribologie de Lyon, mais de pouvoir vraiment croiser des approches assez larges, et ça va être un sujet intéressant qui va nous permettre peut-être de décliner d'autres formats. En tout cas, c'est cette volonté que portent les différents fondateurs du PUI de proposer des nouvelles actions, de réfléchir à des nouvelles méthodes d'innover, de pouvoir croiser les approches et de pouvoir favoriser cette émergence de projets. En tout cas, c'est vraiment cette philosophie, d'où des volontés de tester des nouveaux outils, des nouveaux formats et de les faire évoluer. Je termine avec cette session de sensibilisation avec un retour sur une des actions qui est organisée chaque année et qui est important déjà de formaliser. A priori, ce sera le 4 juin prochain, le 4 juin 2026 prochain pour les collègues stéphanois. En effet, on propose régulièrement autour de la dynamique de l'UGM et puis avec l'appui de la Saint-Étienne Métropole, un rendez-vous spécifique qu'on appelle Séminov pour parler de l'innovation avec les collègues stéphanois et de pouvoir mettre en avant des dynamiques qui existent sur le site, des soutiens qui peuvent exister. Ça nous permet vraiment de travailler sur, d'adresser une offre spécifique sur Saint-Étienne pour réfléchir aux modalités d'innovation et de soutien. Et donc, si vous êtes concerné, en tout cas, sachez que le 4 juin prochain, on sera ravi de vous accueillir sur la matinée et puis le temps de midi pour vraiment travailler autour de la dimension, d'aborder différents exemples, de travailler vraiment sur la dimension de comment soutenir l'innovation spécifique, quels sont les soutiens dont bénéficie Saint-Étienne. Et on sera ravi d'accueillir. Je sais que dans la salle, il y a plusieurs collègues stéphanois que je serais ravi de recroiser à ce moment-là et qui sont déjà, je pense, très au fait de cet événement. Une fois qu'on a pu adresser, vous avez pu voir vraiment la grande diversité des profils, des actions proposées autour de la sensibilisation, que ce soit pour des chercheurs titulaires, que des doctorants, que des personnels hospitaliers. Il y a une volonté par les fondateurs du PUI de vraiment aller plus loin dans les différents projets et de proposer, au-delà de sensibilisation ou de webinaires ou de journées un peu one-shot rapides, de pouvoir proposer des formats un peu plus intenses, un peu plus sur le long cours, pour pouvoir accompagner des chercheurs, des chercheuses dans cette démarche d'innovation selon leur typologie de projet, selon leur statut.
Et notamment, il y a 3 différents programmes qui permettent d'approfondir ce projet. Le premier, c'est ce qu'on appelle le Bootcamp Explora, que certains d'entre vous connaissent, et je pense que Anthony pourra venir expliciter davantage cette expérience. Donc, c'est vraiment un programme qui est dédié pour les doctorants, les post-doctorants, jusqu'à 3 ans après la soutenance de thèse. C'est un événement qui se veut 2 fois par an, donc qui est semestriel, peut-être pas biannuel, mais semestriel, et qui va être vraiment pensé pour les jeunes chercheurs du site. L'objectif, c'est de pouvoir, à partir de l'expertise scientifique, à partir d'un travail doctoral, et avec, je souligne, l'accord de l'encadrant de thèse ou de l'encadrant de postdoctorat, de pouvoir réfléchir à comment est-ce que cette expertise scientifique pourrait devenir un produit, un service innovant qui puisse répondre à des besoins de la société, à des besoins assez larges, et de pouvoir vraiment travailler sur ce projet. Pour ça, ce qu'on propose, c'est 2 jours de formation, donc 2 jours de formation assez intensive avec des experts pour vraiment travailler à comment est-ce qu'on peut faire émerger une solution innovante sur son propre projet et ensuite comment est-ce qu'on peut apprendre à le présenter pour être convaincant, pour réussir à convaincre largement des personnes de nous suivre et de soutenir la démarche de projet. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 2024, donc depuis le lancement du PUI, il y a une centaine de jeunes chercheurs qui ont bénéficié. Que ça a été régionalisé, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait en commun avec Clermont, Grenoble, et ça nous permet pour ça de pouvoir organiser sur les différents sites au fur et à mesure et de pouvoir faire des promos un peu plus denses de jeunes chercheurs et de jeunes chercheuses de l'ensemble de la région. Et ça fait des promos à chaque fois entre 20 et 30 doctorants ou docteurs qui peuvent échanger sur leur projet et de pouvoir en équipe réfléchir à cette dynamique. On organise ensuite en toute fin une sorte de jury final, de challenge final en présence de BPI France, de la région, de représentants d'établissements, d'universités et puis des différents pôles de compétitivité qui permettent aussi de faire comprendre à ces doctorants ou post-doctorants ce qu'est une démarche d'innovation, les attentes aussi de l'écosystème et d'avoir des retours très précis de ces acteurs qui sont très friands de pouvoir soutenir ces projets d'innovation, de soutenir, d'orienter ces doctorants dans cette démarche. Ce projet, il existe depuis plus longtemps puisqu'il était initié par l'Assad Pulsalis. Et sur les 8 premières années, il y a déjà une vingtaine d'activités économiques, donc de start-up ou d'associations par exemple, qui ont déjà été créées par ces doctorants et certaines valorisées, soutenues ensuite par leurs encadrants ou par les équipes scientifiques du site. Et ça permet vraiment d'amorcer des projets, de pouvoir impliquer les doctorants dans cette démarche et pour vraiment travailler concrètement à partir de leur expertise scientifique sur cette démarche. Donc c'est un programme qui a fait ses preuves. Et donc la prochaine édition aura lieu à la fin du mois de mai, début juin. Elle aura lieu à Clermont-Ferrand. Donc on prendra en charge le déplacement pour les Lyonnais et les Stéphanois. Et ensuite, en novembre, on fera une deuxième session qui est plutôt une session d'automne, en quelque sorte, qui sera organisée cette fois à Saint-Étienne, puisqu'on tourne entre Saint-Étienne, Lyon, Clermont et Grenoble, ce qui nous permet de pouvoir accueillir à chaque fois une trentaine de doctorants et de changer à chaque fois le lieu de ces différentes sessions. Donc on sera ravis d'accueillir les doctorants de vos unités respectives à ces différentes sessions. Donc toutes les informations pratiques sont en ligne et puis on répond à toutes les questions que vous pourriez avoir par rapport à ce dispositif et par rapport aux différents enjeux. Mais je précise, il faut un accord de l'encadrant pour valider ça. Et puis ça valide du crédit de formation doctorale, ce qui est une information non négligeable puisque ça va valider une quinzaine d'heures de formation doctorale. Bon, c'est pas du temps, c'est bien du temps qui est valorisé dans le cadre des formations doctorales pour les doctorants. Il y a un deuxième programme un deuxième programme structurant qui s'adresse cette fois au personnel plutôt titulaire ou à des postdoctorants plutôt avancés, qui s'appelle le programme chercheur Impulse, qui là, c'est un programme plus dense dans le sens où il propose 4 mois de formation pour vraiment accompagner des chercheurs et des chercheuses dans un peu cette même démarche d'Explora, mais un peu plus appuyée. C'est vraiment comment est-ce que j'ai des résultats que j'ai pu développer dans le cadre de mon activité scientifique en tant que chercheur titulaire ou chercheur expert sur mes sujets, comment est-ce que je vais l'amener plus loin, comment est-ce que je peux déjà anticiper l'application économique du projet. Et pour ça, ce qu'on a proposé, c'est un programme un peu plus dense, avec 2 jours de formation immersive qui sont organisés en Ardèche, vraiment un peu peut-être pas coupé du monde non plus, on va pas caricaturer l'Ardèche, mais entre nous, pour pouvoir prendre le temps, le recul nécessaire à exprimer son projet, réfléchir au potentiel d'impact
qui pourraient être développés, mieux comprendre les enjeux, avoir des retours aussi d'autres chercheurs experts qui sont passés par là pour pouvoir avoir ces retours, et puis des expertises notamment du CNRS qui va intervenir, de la SAD Pulsalis qui va intervenir également, et puis certains chercheurs qui vont partager leur expertise et leur expérience. Et ensuite, il y aura 4 mois, ça donne accès à 4 mois de formation, de suivi régulier avec l'EM Lyon. Donc c'est un programme de l'EM Lyon qui a été conçu à destination de chercheurs désireux d'en savoir davantage pour quels sont les enjeux économiques associés à l'innovation, quelles sont les attentes des entreprises ou des startups, et de pouvoir vraiment accompagner pour vraiment monter en compétence sur cette démarche entrepreneuriale, création d'activités économiques, avec un rendez-vous, c'est un vendredi midi toutes les 2 semaines pendant 3-4 mois, ce qui permet d'avoir 6 ateliers. Donc c'est un programme assez dense qui va permettre de se former sur toutes les facettes de l'entrepreneuriat et de pouvoir, ou de l'entrepreneuriat, ou même du travail avec une entreprise. Et il y a un programme voilà, de 6 ateliers qui sont proposés. C'est des promotions d'une quinzaine, de 15-20 chercheurs du site, sur toutes thématiques différentes, et ça permet vraiment de progresser collectivement sur cette démarche et de comprendre les enjeux qui sont associés à ça. Et histoire de marquer la fin, on fait une présentation finale traditionnellement à la direction régionale du CNRS en présence de BPI France et des différents établissements associés, de manière à pouvoir voir la fin du projet, voir comment est-ce qu'il pourrait être soutenu, quelles sont les modalités de soutien, est-ce que la SAD pourrait soutenir, est-ce qu'un établissement peut trouver les étapes supplémentaires par rapport au projet. Ça permet vraiment pour vous d'exprimer un projet quand vous ne savez pas encore vers quel guichet ou comment se lancer, plutôt de l'exprimer, ensuite de pouvoir avoir l'ensemble des acteurs autour de la table pour trouver le soutien adéquat et vraiment bénéficier d'une formation de qualité avec les expertises de l'EM Lyon sur la partie business. Ce qui est assez intéressant pour vraiment comprendre le positionnement en tant que chercheur autour de cette dynamique. L'objectif n'étant pas de vous transformer en businessman ou businesswoman, mais plutôt de comprendre finalement quels sont les attendus, comment interagir, quels sont les enjeux autour de cette démarche. Voilà, la formation est gratuite évidemment, prise en charge dans le cadre du PUI pour la communauté, pour les personnes qui souhaitent en bénéficier. Un des derniers programmes d'approfondissement, c'est pour une communauté spécifique, encore une fois, qui est la communauté féminine de recherche du site Lyon-Saint-Étienne. Pourquoi parce que spécifiquement pour la création de start-up, on se rend compte que quand on parle de création de start-up issues de la recherche publique, finalement, sur les 15 startups, les 15 dernières startups chaque année qui sont créées, les 15 startups, les 15 dernières startups, il y en a à chaque fois, il y a plusieurs cofondateurs issus de laboratoires de recherche publique, et finalement, il y en a uniquement 3 startups sur lesquelles il y a au moins une femme scientifique cofondatrice. Et finalement, c'est assez peu au regard de la place des femmes dans la communauté scientifique du site. Il y a cette volonté de pouvoir adresser spécifiquement un public féminin et de pouvoir adresser des chercheuses qui se posent des questions sur le laboratoire. Ça peut être une équipe mixte aussi, c'est pas uniquement 100% femmes, mais ça peut être des équipes mixtes en tout cas associées à ce développement. Et en tout cas, on propose avec cette fois Les Premières, qui est un incubateur féminin du site, et puis la SAD Pulsalis, de pouvoir adresser spécifiquement la communauté féminine, de pouvoir travailler sur comment est-ce qu'on relève le potentiel économique des projets de recherche. Et puis, c'est vraiment une session dédiée à l'émergence de projets. Et à la fin, il y a une présentation commune qui est réalisée avec Les Premières en présence de différents acteurs qui permet vraiment de révéler le potentiel économique des projets. Et c'est un programme qui est réservé aux équipes mixtes, aux équipes, aux chercheurs qui se posent ces questions, et qui est soutenu par la métropole du Grand Lyon, qui soutient ce dispositif dans le cadre du PUI. Voilà, donc c'est plutôt des promotions d'une dizaine de chercheuses à chaque fois, et qui permet vraiment sur 3 jours de faire émerger un projet, une réflexion par rapport à cette dynamique. Il y a un dernier je me rends compte que je fais un peu une liste un peu speed, mais j'espère ne perdre personne, mais plutôt vous donner envie de vous associer à ces différentes sessions. Il y a un format aussi un peu complémentaire qui est important et qui a été précisé par Nathalie Dompnier aussi en début de session, en introduction, qui est à destination des étudiants, cette fois, des étudiants entrepreneurs qui sont soutenus par un incubateur du site. Il y a beaucoup d'incubateurs étudiants, outre le centre d'entrepreneuriat Lyon-Saint-Étienne, je pense la FE à l'INSA, des filières entrepreneuriales aussi côté Centrale Innovation, mais aussi côté UGM avec Usine ou avec d'autres dispositifs qui peuvent exister. En tout cas, ce qu'on propose à ces étudiants qui sont porteurs d'un projet innovant avec un potentiel scientifique, c'est de pouvoir
les mettre en relation avec un laboratoire de recherche, avec une équipe scientifique et de pouvoir soutenir cette équipe. C'est-à-dire concrètement, c'est une prestation pour le laboratoire qui va être soutenue à hauteur de 5 000 euros, donc c'est pas grand-chose, mais ça permet finalement de reconnaître le temps qui est passé par le laboratoire pour écouter, pour accompagner un projet étudiant qui présente des besoins scientifiques qui peut être adressé par le laboratoire et de l'accompagner sur 3 mois pour faire émerger un projet. Donc cette année, on a, six projets environ, un peu plus. Mais au total, donc depuis que le PUI existe, c'est quasiment 10 laboratoires qui ont pu être impliqués dans ce diagnostic scientifique. Et ça permet de créer des projets, de susciter l'innovation sous différentes formes. En tout cas, on va lancer cet appel à candidature auprès des étudiants entrepreneurs courant au printemps 2026. Et ensuite, on fera ce travail de mise en relation avec certaines unités qui seraient susceptibles d'être associées à cette démarche. Voilà, alors avant de laisser peut-être la parole à Anthony, évidemment, je le dis rapidement, il n'y a pas de slide à ce sujet, mais le pôle universitaire d'innovation aide également à la structuration des projets en prématuration, c'est-à-dire d'orientation sur des besoins de financement de projets que vous pourriez avoir, en lien avec les différents fondateurs autour de la table, c'est-à-dire de pouvoir trouver le guichet qui peut être intéressant par rapport à des besoins de financement que vous pourriez avoir. Une des sessions qui est organisée, c'est celle de pouvoir faciliter le montage de prématuration, c'est-à-dire de projets plutôt en TRL, donc en niveau d'avancement 2-3, c'est-à-dire de pouvoir favoriser l'émergence de projets. Ce que je peux dire, peut-être en conclusion de ces différentes présentations et d'activités, de début d'activité 2026, c'est de rappeler le positionnement du pôle universitaire d'innovation. Il y a un enjeu de facilitation, d'interface entre les différents fondateurs dans les activités, dans l'émergence de l'innovation, mais il y a aussi un sujet qui est porté par l'équipe en tant que telle, qui se positionne, vous avez pu le voir, plutôt en émergence d'innovation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va sensibiliser, comment est-ce qu'on va permettre ensuite de former et de faire émerger les projets de demain. Donc c'est vraiment ce positionnement plutôt en amont des chaînes d'innovation et ensuite un soutien qui est trouvé par les différents acteurs, plutôt à l'échelle de TRL 2-3, soit en prématuration, soit ensuite de trouver les bons interlocuteurs, que ce soit la SAT, que ce soit vos établissements respectifs, que ce soit le CNRS ou l'INSERM, pour trouver des financements qui puissent être adaptés. Et voilà. Est-ce que j'ai perdu tout le monde ou est-ce que ça va à peu près? Parce que j'ai parlé vite peut-être, mais je voulais être certain de pouvoir vous présenter les modalités de fonctionnement qui puissent exister là. Peut-être, ce que je vous propose avant de pouvoir répondre à vos questions éventuelles, c'est de laisser la parole à Anthony Tacnet, qui nous fait le plaisir d'être ici, qui est un jeune docteur, postdoctorant, au CP2M, et qui est lauréat national StarTest 2025, qui a participé donc à Explora et puis au programme chercheur également, pour avoir un retour d'expérience. Anthony, tu es d'accord de partager ton retour? Je peux te passer les slides comme tu le souhaites. Tu me dis slide suivante et je peux te laisser la main. Super. Merci beaucoup en tout cas pour la présentation et pour avoir l'opportunité de me laisser témoigner aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, mon intervention, c'est plutôt pour vous présenter mon projet. Donc, comment est-ce qu'on a eu l'idée de faire ce projet-là et comment on s'est fait accompagner par le PUI et potentiellement vous donner envie donc de continuer à innover ou en tout cas d'innover et de vous faire accompagner comme j'ai pu faire. Est-ce que tu peux passer la prochaine? Oui, bien sûr. Merci. Donc, alors, vite fait pour me présenter, donc moi je m'appelle Anthony Tacnet, je suis docteur en chimie depuis novembre 2024, donc à l'Université de Lyon 1. J'ai fait tout mon parcours académique et en ce moment, donc, je suis porteur du projet Alka FinTech que je vais vous présenter par la suite. Et donc, tout ce que je présente et mon projet, il vient à l'origine de mon sujet de thèse. Voilà, donc aujourd'hui, pour que ce soit assez simple et que vous compreniez un peu toutes les étapes que j'ai eues pendant mon projet, j'ai fait une frise chronologique qui reprend donc étape par étape tout mon parcours. Et donc en premier temps, donc ça vient de la thèse de chimie, donc de recherche académique que j'ai commencé en 2021 et fini en 2024. Oh, pardon. Donc pour reprendre un peu, est-ce que tu peux revenir? Ça a changé. Oui, comme ça, non, c'est pas ça? Ouais, Tu veux dire? celle-là, c'est bon. Excuse-moi. Voilà, parfait, merci. Donc, mon sujet de thèse, en fait, j'ai commencé donc en 2021 et c'était sur une problématique actuelle, comme on sait dans la société actuellement, il y a des objets de plus en plus connectés, de plus en plus miniatures. Et nous, l'intérêt, c'était de venir aider au développement des microélectroniques, des matériaux microélectroniques, et plus précisément ici, j'ai marqué les matériaux piézoélectriques.
Donc, ça permet d'échanger l'énergie mécanique en énergie électrique. Et en fait, actuellement, il faut imaginer tous les objets microélectroniques qui peuvent être autour de nous, donc les téléphones, les ordinateurs, les télés, etc., comme un millefeuille technologique. Donc, j'ai voulu représenter à droite, où on imagine qu'il y a plein de couches différentes. Et une de ces couches, qui est vraiment intéressante, donc la couche piézoélectrique, on a du mal à continuer à la développer, donc à la miniaturiser. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on veut des téléphones toujours plus fins, plus performants. Et on arrive à obtenir cette couche de manière plus fine, mais ça coûte assez cher et a des défauts. Et donc, nous, en tant que chimistes, on a essayé de répondre à cette problématique et on est revenu donc à la brique élémentaire. La première chose qu'on cherche quand on veut développer un matériau, c'est la molécule. Et donc, on a cherché à développer, synthétiser, caractériser des molécules spécifiquement pour répondre à cette problématique-là et à obtenir cette couche. Et donc, on a réussi pendant ma thèse à avoir des molécules vraiment intéressantes, des meilleurs résultats. Et donc, à ce moment-là, on s'est demandé donc comment on pouvait continuer à développer le projet et potentiellement à innover. Je peux changer de slide. Oui, je sais. J'essaie de changer de slide, je vais y arriver, c'est bon. Ah, merci. Et du coup, à ce moment-là, Excuse-moi. bon, c'est pas grave, à ce moment-là, Au moment où ça j'appuie, passe, je reviens en arrière. Excuse-moi, pas de c'est bon. souci. Ouais, du coup, c'était à ce moment-là, donc on avait des bons résultats et que nos molécules, elles répondaient à cette problématique de la microélectronique. On s'est dit, bon, dans quelle position on veut se lancer pour la suite. Donc, comme vous pouvez potentiellement être à ce niveau-là, on se demande, est-ce que on veut donner nos résultats à la communauté scientifique, par exemple en publiant, ou en essayant de protéger nos résultats par un dépôt de brevet. Donc, nous, on s'est plutôt orienté sur un dépôt de brevet parce qu'on voulait donc protéger. Et donc, c'est là qu'on s'est rapproché plutôt de Pulsalis pour réussir à valider et verrouiller la propriété intellectuelle. Et donc, généralement, bon, nous, dans notre cas, ça s'est passé comme ça, mais généralement, dans la recherche scientifique, dans un premier temps, on a une idée, donc on veut essayer d'avoir des nouveaux résultats. Souvent, c'est originalité de concept, mais pas forcément. En tout cas, améliorer un concept existant. Après, il y a les expériences. Donc là, on a réussi à avoir des bons résultats, démontrer que c'était faisable et que reproductible. Et ensuite, valider le caractère d'innovation, c'est-à-dire il faut avoir quelque chose plus ou moins nouveau et un intérêt applicatif. Et en fait, ça, j'ai trouvé que ça a vraiment été validé lors du dépôt de brevet, de la rédaction de brevet, parce que quand on pense qu'on a quelque chose d'innovant, de nouveau, en fait, quand on rencontre des experts de rédaction de brevet et qu'on fait un dépôt officiel, c'est vraiment comparé à tout ce qui existe dans la littérature et les autres brevets, et c'est là qu'on valide vraiment notre caractère nouveau et donc le fait qu'on peut déposer un brevet et ensuite innover. Ensuite, donc ça s'est enchaîné assez rapidement. Ensuite, j'ai pu être accompagné par le PUI lorsque j'ai participé à 2 programmes différents, donc en 2025. Et là, donc à gauche, c'est le programme, c'est le bootcamp Explora / Startez. Et donc là, c'était la première fois donc où j'ai participé à un programme sur 3 jours et qui nous a permis vraiment de sortir de l'aspect scientifique. Parce que quand on est au laboratoire, mais quand on écrit un brevet, on pense seulement à la science. Bon, ok, on a eu des bons résultats, on les a bloqués, ils sont innovants, ils sont nouveaux, ils sont mieux que ce qui est fait actuellement, mais on connaît pas trop le côté business, marketing, commerce. Et c'est vraiment dans ce programme-là qu'on commence à rentrer dans ce modèle-là et à réfléchir à, ok, bon, maintenant il faut que j'ai un business model, il faut que des gens soient intéressés par ce qu'on développe et aussi s'entraîner au pitch. En fait, c'est vrai que on apprend rapidement que quand on parle avec des gens, comme là, ça fait quelques minutes que je parle, on décroche assez rapidement quand on présente notre projet. Donc, il faut que, on va dire, entre 1 et 3 minutes, on arrive à présenter notre projet et à intéresser la personne. Il faut se dire que on se retrouve avec un potentiel client dans un ascenseur et qu'on a 3 minutes entre les 10 étages et c'est à ce moment-là où il faut qu'on arrive à accrocher la personne et donc à présenter le projet. Et donc, dans ce programme-là, on a été aussi entraîné au pitch et c'était vraiment un exercice intéressant et compliqué parce que il faut être concis, clair et rentrer un peu dans tous les paramètres différents du projet dans un temps raccourci. Et aussi, on a pu, dans un premier temps, déjà commencer à rencontrer l'écosystème de la région et savoir comment ça s'organise, qui il faut contacter pour telle partie du projet ou telle partie du projet, et que vraiment on a de la chance dans notre région et au niveau de l'Université Lyon 1 aussi avec tous les accompagnants et différents programmes qu'on peut avoir pour nous aider. Et ensuite, en parallèle aussi, j'ai pu faire le programme chercheur Impulse, là où c'était un programme un peu plus long de 4 mois
Donc là, quand on dit 4 mois de formation, il faut pas imaginer que pendant 4 mois, on peut plus travailler, il faut être à la formation, hein. C'était des demi-journées un peu séparées, qu'on sait à l'avance où on peut s'organiser. Où là, on voit pareil, tout le panel de notre projet, donc que ce soit l'accompagnement par l'EM Lyon, qui était vraiment intéressant, et ça peut être plein de choses différentes. Par exemple, savoir le positionnement du CEO, est-ce que vous voulez un CEO extérieur, intérieur, est-ce que vous voulez être CEO ou pas? Tous des paramètres comme ça qui sont vraiment intéressants et dont on n'a pas forcément d'idée quand on est scientifique ou quand on est que dans le côté science de l'organisation d'une entreprise. Et aussi, il y avait un entraînement de pitch, cette fois-ci aussi, euh, avec, je crois, un temps un peu plus court, avec beaucoup de gens, même de BPI France, etc., qui étaient présents. Et donc, ils permettent aussi de gagner en visibilité, mais aussi de challenger son projet, parce qu'on sait que c'est des gens qui ont déjà vu beaucoup de projets, potentiellement des projets un peu similaires. Et donc, c'est là où on voit le côté différenciant ou non de notre idée. Et donc, on peut vraiment se challenger. Et donc, rencontre avec tout l'écosystème de la région, voire de la France. Et après, ensuite, pour moi, donc ça a continué avec l'accompagnement par Pulsalis entre 2025 et 2026. Ah, pardon. Pas de souci. Et du coup, bon, Pulsalis, je vais pas représenter, mais vous savez que donc c'est la société d'accélération et de transfert technologique de Lyon-Saint-Étienne. Et donc, ça nous aide à vraiment nous accompagner. Moi, dans un premier temps, ils m'ont accompagné lorsqu'on a voulu faire le dépôt de brevet. Donc, c'était vraiment sécuriser la propriété intellectuelle. Je pense que c'est vraiment important quand on commence à avoir des bons résultats de vouloir protéger par un brevet parce qu'on a envie d'en discuter, on a envie d'en parler, de participer à des conférences, d'échanger avec les gens. Mais tant qu'on n'a pas vraiment sécurisé avec un brevet, on peut pas passer à la suite. Donc, c'est vraiment une étape importante. Et ensuite, aider donc à la valorisation et transfert après la thèse. Donc moi, en ce moment, on est en train de monter un projet de maturation entre 2026 et 2027. Donc ça, je pense aussi que c'est quelque chose de vraiment intéressant qu'on peut faire avec Pulsalis et en France. C'est-à-dire que pendant un an, on va pouvoir encore continuer à développer et à tester tout le projet qu'on a pu monter, commencer à potentiellement essayer de vendre, à avoir le côté commerce, à avoir des batchs de plus en plus grands, à avoir des choses à plus grand volume avant de créer la startup. Donc, ça permet d'avoir un coussin de développement pendant un an et après, potentiellement, donc si pendant 2026-2027, dans le projet de maturation, on a des bons résultats, passer à la création de startup plutôt en 2027, du coup. Donc voilà, donc pour conclure, je reprends encore la frise. C'était juste pour montrer, donc ça c'est mon témoignage et mon aperçu de ces dernières années, ce que j'ai pu faire. Donc le début c'était la thèse en chimie, mais ça peut être toute recherche que vous avez dans n'importe quel domaine scientifique ou non. Après, moi, nous, on est passé par le dépôt de brevet, c'était vraiment pour sécuriser et après continuer avec les différents accompagnements qu'on a la chance d'avoir, donc avec le PUI et Pulsalis pour bien s'organiser, challenger le projet, mais aussi voir un peu tout l'aspect commerce, euh, marketing, juridique, création de société, etc. Et donc, l'objectif, c'est à la fin la création de notre société, donc qui devrait s'appeler Alka FinTech. Merci beaucoup, Anthony. Merci. Alors, ce qui est intéressant dans l'exemple et dans la frise que tu as présenté ici, c'est finalement la complémentarité et de montrer finalement que les dispositifs proposés dans le cadre du PUI sont vraiment des dispositifs pour permettre l'émergence, la réflexion et puis l'orientation pour la suite du projet. Donc, c'est vraiment la philosophie des différents programmes qui ont pu être présentés avant, c'est vous donner à vous, à des personnes dans vos unités respectives ou des personnes pour pouvoir avoir l'occasion de se poser des questions sur leur projet, de pouvoir les faire grandir en se posant ces questions-là. Est-ce qu'il y a des questions pour Anthony ou pour le... Merci beaucoup Anthony, ou pour, de manière Merci. générale, la présentation qui a été faite auparavant? Alors, je le chat, je regarde ça. Oui, bonjour Patrick. Patrice, pardon. Oui, bonjour Benoît. Merci pour la présentation et rapide des programmes et puis aussi donc cette expérience donc vécue donc par Anthony. Donc j'avais une question en fait pour Anthony donc pour savoir à quel moment en fait il lui est venu finalement l'envie de valoriser et donc de s'orienter vers ce type de valorisation de ses travaux et aussi donc la façon dont ça s'est intégré dans son parcours de thèse parce que donc a priori j'ai compris que tu avais soutenu en 2024 et Oui. donc dans le cadre de la thèse donc on est quand même très
poussé à publier et j'ai l'impression que le brevet vient après. Donc, et j'ai plutôt le sentiment en fait qu'il faut le prendre plutôt bien en amont. Donc, c'était un petit peu pour clarifier un peu finalement la chronologie en fait des événements donc de ce projet. Alors, donc la première question, c'est à quel moment est-ce qu'on a voulu continuer dans l'innovation et potentiellement faire une société là-dessus. Donc, c'est quand les résultats ont montré qu'on avait vraiment des bons résultats et qu'on arrivait à améliorer ce qu'il y avait actuellement et surtout qu'on répondait à la problématique. Parce que moi, quand je suis arrivé en thèse, l'objectif, c'était ben voilà, la problématique actuelle des industriels. On était en collaboration avec différents industriels français, plutôt sur le territoire français. Et quand on a réussi à faire des molécules qui répondaient à la problématique, on s'est dit, bon, vu qu'on avait un consortium ensemble, on s'est dit comment est-ce qu'on peut aller au bout de ce projet-là et essayer d'améliorer vraiment. Et on s'est dit, ben, le côté innovation, c'était quelque chose qui nous plaisait, ou en tout cas essayer de créer au maximum là-dessus. Et donc, c'est à ce moment-là que ça a switché. Après, par rapport au contenu, c'est vrai que du coup, quand on veut aller dans ce sens-là, comme je l'ai dit, on fait pas forcément de publication. Donc, normalement, en thèse, on doit publier. Donc, ça, c'est un choix un peu important et difficile pour le doctorant. Donc, moi, quand j'étais en thèse, et on s'est dit, donc, on sait que pour soumettre la thèse, c'est possible, c'est soit une publication ou deux, suivant l'école doctorale, soit un brevet. Et donc, nous, vu que le brevet, il reprenait tous les résultats de ma thèse, j'ai pas pu faire de publication durant la thèse. Il fallait attendre que le brevet soit déposé, soit accepté. Après, on le met PCT et après, on peut revenir et faire des publis. Du coup, c'était un accord qu'on D'accord. s'est mis. On a dit, on passe par le brevet, ça bloque un peu tous nos résultats. Une fois qu'il sera international, on pourra publier. Et du coup, ben, j'aurai des publis sur ce qui a été fait. D'accord. Merci bien. Ouais. Mais en tout cas, c'est fait étape par étape, c'est-à-dire que, Mm. enfin, ma perception, Anthony, je ne vais pas parler à ta place, mais c'est aussi qu'il y avait un intérêt à la base issu de la thèse. Finalement, il y a comment dire, le projet s'est fait aussi en interaction très proche de ton encadrant et de la vie du Oui, laboratoire en tant que tel. C'est-à-dire que ce projet, c'est bien un projet qui est lié au laboratoire et qui s'intègre bien dans cette démarche avec l'encadrant, enfin l'encadrant. Maintenant, c'est plutôt un oui, encadrant, oui. enfin, mais ça le sera sur le projet. Oui, oui, on a toujours été reliés et comme tu l'as dit, il faut bien sûr que l'encadrant soit d'accord pour les différents programmes Mm. d'accompagnement et à chaque fois on était main dans la main, on était d'accord et puis ça a été toujours une discussion l'un et l'autre, savoir est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde et on a toujours été bien sur la même longueur d'onde pour aller dans ce sens-là. Je vois qu'il y a une question de Jean-Michel Herry pour les mines Saint-Étienne. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Merci Anthony pour cette présentation. La question que je me posais au regard de ta trajectoire, là, où tu t'es fait accompagner pendant une année par le PUI sur la maturation, c'est-à-dire ta position de scientifique vis-à-vis de la création de l'entreprise, je me demandais pourquoi tu attendais 2027. C'est quoi le fait que tu attendes 2027 pour créer l'entreprise? Mais en fait, c'est vraiment ça. Là, donc c'est en 2026-2027, on va avoir le projet de maturation. Et en fait, comme j'ai voulu le dire, ce projet de maturation, il faut imaginer, c'est tout comme si on avait créé la société, mais sans vraiment la créer. C'est-à-dire, on évite de prendre des risques. Donc, on va pouvoir continuer à faire notre recherche, à essayer de vendre, à essayer d'avoir des clients, à voir où ça nous mène pendant ce temps-là de maturation. Et ça permet d'être le plus confortable possible, on va dire, quand on crée la société. Le mieux, c'est quand on est vraiment au go-to-market, quoi. J'ai envie de dire, quand on sait on a des clients qui sont intéressés, que ça marche vraiment, que c'est reproductible au maximum. Donc, ce un an-là, on peut l'avoir, donc on en profite et c'est pour ça qu'on se dit, ben, en 2027, après le projet de maturation, on veut créer la société si ça valide bien. J'ai une deuxième question du coup qui me vient par rapport à ce que tu dis, non pas pour moi-même, mais pour éventuellement des doctorants que je peux accompagner. Mhm. Comment tu fais pour vivre jusqu'à là? Comment je fais pour comment, pardon? Pour vivre jusqu'à là? Ah, bah du coup, après ma thèse, moi j'ai eu un projet de postdoc qui était sur un sujet un peu similaire, mais pas vraiment le même. Donc je suis resté avec le même encadrant. Et en gros, le petit jeu, c'était, bah, ok, tu es financé pendant un an sur un projet de postdoc dans le même labo et en même temps, je travaillais toujours un peu là-dessus. Et après, pendant le projet de D'accord. maturation, dans les sous qui sont débloqués, il y a les sous pour le salaire, plus la recherche, plus les déplacements, etc. Tout est chiffré. Et je précise juste, Jean-Michel, que la dimension maturation et l'accompagnement, c'est bien la SAD qui le porte. Le PUI est vraiment sur des enjeux de sensibilisation, de programmes de formation, etc. Mais c'est bien la SAD qui a cette capacité d'investissement, pas le PUI.
Oui, 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 oui. Je l'avais compris au travers de ta présentation. C'est clair pour moi. Merci, Anthony. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques dans la salle? Eh bien, dans ce cas, ce que je vais faire, c'est vous envoyer, Anthony, si tu es d'accord, ta présentation, puis la présentation des différents programmes à l'ensemble des personnes inscrites, puisque vous étiez un peu plus inscrits. Donc j'ai envoyé à tout le monde le lien du replay de manière à ce que vous puissiez le consulter, et puis le lien d'inscription des différents programmes de manière à ce que vous puissiez le partager à des doctorants qui pourraient être intéressés par tel ou tel sujet, à des postdoctorants ou des chercheurs titulaires intéressés par la dimension de valorisation économique, et puis sur les différents sujets du PUI. N'hésitez pas aussi à suivre sur la page LinkedIn, on met quand même fréquemment les informations, les différents programmes qui sont lancés, et puis sur notre site internet, même si c'est parfois plus pénible d'aller sur notre site internet, mais on essaie de mettre à jour sans vous spammer trop, de vous donner le maximum d'éléments qui puissent être intéressants pour vous via vos établissements respectifs. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai une dernière question, Oui, moi, Jean-Michel. Benoît. Le fait de rejoindre l'écosystème PUI, c'est une démarche avec une procédure ou c'est juste le fait d'être là à ces Alors, réunions? exactement. Alors, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs, il y a plusieurs éléments dans la question que tu poses. La première, c'est sont membres du PUI, en gros, un certain nombre d'établissements qui ont fait le souhait de pouvoir être membre du PUI et de l'exprimer. Donc, c'est le cas des 19 fondateurs, plus des 5 nouveaux qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps. Les mines Saint-Étienne n'en font pas partie. Mais les mines sont des partenaires du PUI, et il y a une volonté plus largement, c'est un peu le discours quand même qui est celui du site, c'est de dire que peu importe, il y a un chercheur public sur le site Lyon-Saint-Étienne, évidemment, qui peut bénéficier des différents programmes de formation qui sont associés à ça, ne serait-ce que par la plupart des unités. Il y a forcément une co-tutelle dans les différentes unités qui est dans le PUI ou dans le cadre du PUI, ce qui nous permet de pouvoir proposer cette activité. Donc, appartenir au PUI, c'est être un chercheur d'un laboratoire public du site Lyon-Saint-Étienne ou une personne qui travaille sur de la recherche publique du site Lyon-Saint-Étienne. Et donc, c'est ça qui permet d'en faire partie en tant que tel. On n'est pas sur une structure, on est plutôt sur un D'accord, consortium. C'est pour ça que je communique pas vraiment. Enfin, le d'accord, PUI non, existe qu'à travers ses membres. Donc, pas de problème pour en faire partie, ne serait-ce qu'à travers les différents programmes qui sont dédiés. donc, par exemple, la BPI a un site internet très bien fait qui s'appelle Tandem pour la recherche Ouais. de CEO. Mhm. Il demande, il demande si on fait partie d'un PUI. Il y a un petit onglet. Donc, techniquement, j'ai le droit de dire que j'appartiens, que Oui, je suis dans le périmètre du PUI bien Impulse ou sûr. pas? Oui, tu peux le dire, Jean-Michel. D'accord, Puisque voilà, merci. les mines sont partenaires du PUI, donc appartiennent au PUI. Très bien, Voilà. merci. Et la philosophie de BPI, c'est de proposer largement les sujets, donc ce qui a été dans les différents formats des différents dispositifs qui sont lancés par BPI, qui sont associés au PUI. Je pense notamment à la BFT Lab, dont on n'a pas parlé, mais qui est un dispositif plus en amont pour le soutien aux entrepreneurs issus de la recherche publique. Le BPI s'adosse au PUI pour proposer ce dispositif. Et c'est tout à fait possible d'y participer, même si l'établissement n'est pas fondateur en quelque sorte du PUI. Voilà pour cette question. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit et une très bonne journée. Merci Sandrine Merci pour vos encore, bonne messages. journée. Merci, bonne journée. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Merci beaucoup. Bonne journée.